Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui sur Veto Micro, j'accueille Yesenia Alves. Bonjour Yesenia. Bonjour Sophie. Alors Yesenia, tu es vétérinaire, diplômée de Alfort en 2011. Tu es aussi danseuse professionnelle et fondatrice de Vet Eden, le premier service vétérinaire à domicile dédié à la fin de vie. Tu es également fille de parents réfugiés politiques, femme, maman, voyageuse et tant de choses encore. De ce que j'ai pu percevoir le temps d'un premier échange, es une femme à la fois douce et puissante. Tu as été une de nos recommandations à la vague 2022 dans notre fameuse boîte à suggestions Veto Micro. Alors je suis impatiente d'apprendre à te connaître. Je vais donc commencer par notre question traditionnelle. Pourquoi vétérinaire ? Alors, pourquoi vétérinaire ? Donc moi, c'est venu tardivement, même très tardivement. Je voulais depuis très petite être médecin. Quand j'étais petite, enfant, ado, j'avais envie de sauver le monde en fait, de sauver le monde et de venir en aide aux enfants du monde entier. Voilà, qui souffraient. Donc ça c'est resté jusqu'à ce que après mon bac, j'ai arrêté un petit peu mes études pendant 2 années parce que je viens d'une famille qui était modeste, disons, et pour pouvoir faire de longues études, j'avais besoin d'argent et de mettre de l'argent de côté. Donc j'ai travaillé pendant 2 années après le bac. J'ai fait plein de boulots différents, divers et variés. Et après ces 2 années, j'ai fait une inscription en fac de médecine qui m'a été refusée. Alors, elle m'a été refusée parce que je n'étais pas bachelière de l'année et que je n'étais donc pas prioritaire vis-à-vis des bacheliers et que comme il y a beaucoup d'inscrits en fac de médecine, voilà, j'étais en trop. Donc, j'ai demandé à ce moment-là, donc là c'était vraiment terrible pour moi cette décision. J'ai demandé un rendez-vous avec le directeur de la fac à l'époque pour lui demander pourquoi il m'avait refusé et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Donc j'étais face à un homme avec très peu d'empathie, disons, qui m'avait dit tout bonnement, écoutez, oui, vous n'êtes pas prioritaire et puis de toute façon il y a plein d'autres métiers qui sont intéressants, donc allez voir ailleurs en gros. Et là je lui ai dit que non, moi c'était vraiment ça que je souhaitais faire. Donc comment faire pour être acceptée en fac de médecine? Et là il m'a dit écoutez, faites une licence en biologie puisque c'est un peu lié à la médecine. Vous faites une première année, vous venez avec des excellents résultats. Et pour me prouver que en fait vous êtes apte et capable de reprendre des études, et puis à ce moment-là, je vous accepterai. Voilà. Je suis sortie un peu dépitée, en pleurs, etc. Et puis je me suis dit, voilà, j'ai la niaque, et donc je vais m'inscrire en licence de biologie pour avoir les résultats qu'ils souhaitaient. Donc je me suis inscrite. J'ai passé un premier semestre avec des notes excellentes. Et au second semestre, il fallait choisir une option. J'avais choisi l'option physiologie
en premier choix, anatomie en deuxième choix. Et puis en troisième choix, j'avais l'option préparation au concours veto et agro. Et puis je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi pas, c'est vrai que ça peut être une possibilité. Donc je l'ai mis en troisième choix. Et arrivent les résultats de ces choix-là. Donc je vais voir les listes et puis je vois en physiologie et en anatomie, je vois pas mon nom. Donc je vais à la scolarité et je leur dis, vous m'avez oublié. Et là, on me répond, ah bah non, c'est juste que, étant donné vos résultats, on s'était dit que ce serait peut-être mieux pour vous que vous soyez dans l'option pour préparer les concours agro et veto. Donc voilà, on pense que c'est une bonne chose pour vous. Puis là, je me dis, bah allez, pourquoi pas. Ils ont l'habitude. Je me dis bon bah c'est vrai. Je vais dans cette option et puis on verra, advienne que pourra, on verra ce qui arrivera. Donc je suis rentrée dans cette option, donc donc c'est via la fac en fait, on avait nos cours de licence et puis on avait en plus des cours pour se préparer au concours, donc le soir, le mercredi et le samedi matin. Et puis à la fin de la première année, j'ai des super résultats et puis là je me dis bah allez, je continue, je vais jusqu'au bout. Donc le concours se déroule au bout de la deuxième année. Donc je fais la deuxième année. Toujours avec motivation de plus en plus grandissante et puis avec aussi le soutien de cette personne-là de la scolarité qui croyait en moi. Je sais pas pourquoi, mais voilà, elle me soutenait. Enfin, c'était un homme, il me soutenait. Et puis voilà, je crois pas au hasard et je me dis que s'il était sur mon chemin de vie, c'est pas pour rien. Et passé donc les 2 années, j'ai fait les 2 concours et puis j'ai eu les 2. Et donc là, je me suis dit, médecine, vétérinaire, en sachant que vétérinaire, ça y est, j'ai ma place. Médecine, je l'ai pas encore puisqu'il fallait que je refasse une première année, etc. Et puis là, je me suis dit, non, allez, je vais faire veto, quoi. Voilà. Je me dis, voilà, c'est comme ça. Je sais pas. Il y a eu un truc. Je me suis dit. Il faut que je le fasse. Et puis, à savoir que cette année-là, donc la deuxième année de licence, j'avais fait aussi un stage dans une clinique vétérinaire près de chez moi, près de chez mes parents, justement pour avoir un petit peu le métier, pour me dire qu'est-ce que c'est vraiment exactement. Et c'était donc deux vétos femmes. Et j'ai adoré ce stage. Voilà, je me suis dit mais en fait c'est super chouette veto, on fait plein de choses, on fait de la médecine, on fait de la chirurgie, on fait des analyses, c'est hyper varié, on voit des chats, des chiens, des lapins, des rats, enfin c'est super chouette quoi. Et puis j'étais hyper admirative donc de ces 2 femmes veto qui je les voyais, elles passaient, pour moi elles avaient tellement de connaissances en fait, passer d'une espèce à une autre, d'une maladie à une autre, et puis avec une telle aisance, et voilà, tellement de connaissances. Je me disais mais c'est incroyable. Enfin, tu vois, à ce moment-là, je me suis dit mais même moi, je sais même pas si j'arriverai à avoir toutes ces connaissances-là un jour en fait. Et voilà, elles m'ont donné envie en fait de faire ce métier-là. Et donc voilà, j'ai eu le concours et puis j'ai eu ma place et je me suis dit allez, c'est parti. Histoire incroyable quand même. Ouais. et une vraie force, tu transformes ce qui est une déception à la base en une véritable opportunité. Et c'est exactement ça, j'ai vraiment réussi à transformer ça. Et 2 ans auparavant, j'étais en pleurs devant le directeur en disant il me ferme les portes de mon rêve en fait. Et puis et finalement je me dis mais non, c'est une superbe opportunité et je l'ai même remercié en fait. J'ai eu de la gratitude envers lui de me dire mais en fait peut-être que oui, il fallait qu'il me refuse et tant mieux. Et j'ai beaucoup de gratitude aussi envers cet homme de la scolarité qui m'a suivi pendant les 2 années, qui a cru en moi. Je sais pas pourquoi. Et voilà. Et j'en suis là. Et j'étais très heureuse lorsque j'ai vu mon nom sur la liste des reçus
Alors moi, j'étais en colonie à ce moment-là. J'ai été animatrice, donc j'ai fait plein de boulot et j'ai été aussi beaucoup animatrice. Et j'étais en colo avec des adolescents à la montagne sur le thème de l'astronomie. Et en fait, on observait les étoiles jusqu'à 3 heures du matin. Et donc le matin, on se levait très tard, à 11h30, midi pour le brunch. Et puis là, je m'étais levée à 9h. J'étais allée dans les sous-sols de la colo pour aller sur l'ordinateur pour voir la liste des admis au concours. Et puis, moi, je suis forte en ça, donc je fais toute la liste. Alors au concours B, donc c'était le concours via la fac. Hein, après une licence, t'as que 37 personnes qui sont admises, donc faire la liste, ça va assez vite. Et je fais toute la liste, et puis je vois pas mon nom. Et là, je me dis bon, bah c'est normal, c'est un concours difficile. Bah, voilà, je l'ai pas. Et puis là, je fais toute la liste des personnes sur liste d'attente, et puis je me vois toujours pas. Et je me dis mais mince, allez, je reviens en arrière et je refais la liste. Et puis là, je vois mon nom. Et voilà. Et c'était à la fois j'y croyais pas, à la fois, tu vois, j'ai pas sauté de joie. Je me suis dit, j'étais un peu ébahie et je me suis dit, waouh, en fait, j'ai fait tout ça et voilà où j'en suis là, toute seule devant l'ordi là, à me dire, je suis prise quoi. Et en fait, j'ai réellement réalisé quand j'ai appelé ma famille, donc en premier lieu mes parents et après une très bonne amie à moi. Et c'est quand elles ont sauté de joie en me disant mais c'est incroyable, où j'ai réalisé, je me suis dit mais oui, tout ce chemin parcouru et voilà, et c'est fou quoi. Et après coup, tu vois, ouais, non, je crois qu'il y a pas de hasard et j'étais très fière de moi. Et puis quand je suis rentrée à l'école pour faire la visite le premier jour, etc., j'étais super fière en fait, et j'étais très heureuse, très heureuse. Génial. Et elle te vient d'où, tu penses, ce premier rêve de sauver le monde? Alors, donc moi, mes parents sont pas français. J'ai voyagé donc très jeune avec eux dans leur pays d'origine, qui sont le Chili et l'Uruguay. Et j'ai été très jeune témoin des conditions de vie ailleurs qu'en France. J'ai vite pris conscience, en fait, très jeune, du privilège qu'on avait de vivre en France. Parce que ailleurs, les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont rien. Rien. Ils ont un toit, certes, ils mangent un peu à leur faim, mais voilà, ils ont pas grand-chose. Et beaucoup vivent malgré tout quand même heureux, mais il y en a qui sont aussi très malheureux. Et je pense que d'avoir été témoin de cela, et c'était quelque chose que je sais que ma mère nous disait beaucoup en fait, que voilà, on avait de la chance d'avoir tout ce qu'on a, que ailleurs tout le monde n'a pas ça, qu'il y a de l'injustice. Donc je pense que ça m'a beaucoup travaillé. Et puis voilà, cette envie d'aider l'autre. Je me sentais bien en aidant l'autre, en aidant l'humain en fait. Alors il y a peut-être un mélange de tout ça, je sais pas. Donc tu travailles avant d'entreprendre tes études et aussi pendant tes études, un nombre de petits boulots. Comment tu vis ce qui est une obligation quelque part à l'époque? Est-ce que tu te compares à des enfants, à des étudiants plus privilégiés? La comparaison, elle est inévitable. Oui, je me compare. Je me compare, mais je me dis que c'est ainsi. C'est-à-dire que mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, hein, donc ils sont réfugiés politiques, ils ont beaucoup souffert. Leur arrivée en France a été très très difficile. Ils n'ont pas choisi d'être là, hein, donc donc je savais que ça a été difficile pour eux et que oui, j'avais pas la chance que d'autres ont en fait d'avoir des parents qui ont plus de moyens que les miens. Mais c'était quelque chose que j'acceptais en fait. Je l'ai accepté. J'en ai pas souffert.
je l'ai accepté très tôt, voilà. Et donc c'est sûr que comparé à d'autres qui avaient des parents qui pouvaient payer les études, qui pouvaient subvenir à leurs besoins, des fois je me disais que j'aurais aimé être à leur place, mais cette idée partait vite en fait. Et puis finalement ces moments-là de plein de boulot que j'ai fait beaucoup de rencontres, ça m'a forgé en fait. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup fait de rencontres. Et j'ai fait des boulots qui sont pas du tout passionnants, hein, bien sûr, mais d'autres qui l'ont été plus. Notamment de travailler auprès des enfants dans l'animation, j'ai adoré faire ça. Mais voilà, j'ai accepté ma condition en fait. Donc la comparaison, elle était vite faite. Et avec du recul, quel impact est-ce que ça a eu? J'imagine que ça a dû t'apporter des choses potentiellement plus positives que négatives. Oui. Ah oui, complètement. Alors, je sais que ça m'a encore plus donné envie de poursuivre des études. Parce que tous les boulots que je faisais, je me disais que jamais je ferais ça toute ma vie. C'était quoi les autres boulots? J'ai fait de la vente par téléphone, beaucoup. J'ai fait de l'événementiel, donc j'étais hôtesse sur divers sites événementiels. J'ai fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié tout ce que j'ai pu faire, mais voilà, essentiellement ça, de l'animation en tout genre, de distribuer des flyers à l'extérieur, donc très tôt le matin ou très tard le soir. J'ai gardé des enfants, mais ça c'était chouette. J'ai donné des cours particuliers, beaucoup, mais ça c'était chouette aussi. Voilà, mais comment dire, je dénigre aucun métier, hein, rien du tout, mais j'avais besoin j'ai toujours une soif d'apprentissage, de connaître plein de choses, et puis là j'avais l'impression que dans ces boulots-là je stagnais en fait, c'est-à-dire que on me demandait des compétences, je les avais, et puis basta en fait, et c'était suffisant, et j'avais pas besoin d'évoluer, j'avais pas l'impression d'évoluer dans ces jobs-là. Donc ça me manquait en fait, et je sais que j'avais besoin d'un métier qui soit riche intellectuellement, si je puis dire en fait, voilà, qui soit sans cesse, que je puisse sans cesse évoluer, voilà, sans cesse évoluer, alors que là j'avais pas besoin de ça en fait. Donc voilà, donc ça a été le premier impact, c'était que j'étais encore plus sûre de moi, que j'avais envie de faire des études et d'aller plus loin, le plus loin possible. Et ensuite, je pense que ça a aussi forgé ma capacité d'adaptation, parce que j'en ai fait plein des boulots avec des collègues différents, dans des lieux différents, et puis fallait être opérationnel tout de suite, et fallait pas avoir peur, quoi, fallait y aller, et puis moi j'y allais, hein, j'avais peur de rien, voilà, je faisais mon travail, c'était toujours voilà, je gagnais mon argent, donc je travaillais, et puis j'avais à la fin du mois mon salaire, donc je savais ce que ça voulait dire aussi, et puis voilà, de connaître le monde du travail en fait, et que c'est pas toujours très drôle. Voilà, on n'est pas toujours considéré. J'ai eu des personnes voilà qui m'ont dit des choses pas très chouettes, des patrons pas très sympas. Donc mais dans l'ensemble ça restait quand même positif en fait. Et puis j'ai fait aussi beaucoup de lettres de motivation. Qu'est-ce que j'en ai écrit, des lettres de motivation, des CV recherchés, faire passer des entretiens. Voilà, j'ai fait énormément de choses comme ça. Ben oui, forcément, ça te forge, ouais. Et quand tu intègres l'école Veto, tu poursuis cette formation, est-ce que tu as toujours en tête cette idée de sauver le monde, d'aider les enfants, et est-ce que tu te dis que tu vas arriver à coupler les deux? J'ai toujours cette idée, bien sûr, qui me suit toujours, hein. En fait,
quand j'ai commencé les études véto, je me suis dit qu'il y avait toujours une passerelle pour pouvoir faire médecine. Donc j'avais toujours ce petit truc en moi qui me disait mais en fait voilà, finalement rien n'est perdu et peut-être que je mettrai plus de temps pour y arriver, mais peut-être que je serai un jour médecin. Donc oui, j'ai gardé ça pendant toutes mes études en fait, jusqu'à la fin. Et puis voilà, sauver le monde, oui, ouais, c'est utopique, mais en tout cas, ça s'est affiné avec le temps en me disant que je pourrais jamais sauver le monde, ça c'est certain. Mais par contre, je peux faire ma part pour changer le monde. Voilà. Et ça, c'est un cheminement que j'ai commencé et que je suis encore en train de faire et que je pense que je vais jamais m'arrêter jusqu'à la fin de ma vie. Ouais. Le fameux colibri. Exactement, voilà. Et parlant toujours de rêve, t'es diplômée de Alfort en 2011 et t'as un autre rêve qui est d'intégrer une école professionnelle de danse. Parce que tu danses depuis tes 6 ans et tu es une véritable passionnée. Et tu concrétises ce rêve. Oui, c'est ça. Donc, je danse depuis que j'ai 6 ans et la danse qui a toujours été une passion, mais extrêmement importante, que mes parents ont toujours respecté et ont toujours fait en sorte que je poursuive la danse. Pendant l'école Veto, donc pendant les 5 années, je travaillais. J'ai toujours travaillé en fait en dehors des études, et en plus, je dansais. Donc, je dansais à peu près 4 à 6, voire 10 heures par semaine. Donc, je prenais des cours et puis je faisais des scènes, des concours, etc. Et c'est vrai que voilà, la danse a toujours fait partie de ma vie. C'est un endroit où je me sens pleinement moi et pleinement bien. Et j'avais ce rêve un peu enfoui, un peu fou, de me dire oh, j'aimerais tellement être danseuse professionnelle, mais je savais que j'en ferais pas mon métier principal. Voilà, je le savais que ça serait en dehors d'un métier principal qui me permette de vivre convenablement. Voilà. Et donc, voilà, au bout des 5 années d'études, au bout de la 4e année, je me suis dit allez, je vais aller au bout de mon autre rêve. Et j'ai passé des auditions pour rentrer, une audition pour rentrer dans une école professionnelle à Paris de danse que j'ai eue. Et donc, après, au bout de ma 5e année, donc une fois diplômée, en fait, j'ai fait ma rentrée en septembre dans une école de danse pour 3 ans. Voilà. Et ça, c'était un petit truc que j'avais gardé pour moi. J'en avais pas fait part parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes comprenaient pas trop comment j'en arrivais là, en fait. Et puis j'ai annoncé à tout le monde que je rentrais en école de danse une fois que j'avais passé le concours, l'audition, que j'avais été prise et que mon choix avait été fait, quoi. Oui, pour pas qu'on puisse remettre un peu en question ta décision. Et à l'école de danse, tu leur dis que tu es vétérinaire ou tu y vas pareil un peu en incognito? J'y vais un peu en incognito. J'ai pas. Si on me pose la question, je dis ce que je fais, mais voilà, je disais pas aux gens que j'étais vétérinaire en fait. Je suis rentrée en école et puis voilà, j'étais une élève comme une autre et puis au fil du temps où on se pose des questions, que les gens découvrent que je suis également véto. Et alors, je l'ai dit par contre à mes profs parce que j'avais mes cours qui commençaient à 8h30 le matin, donc ça commençait par de la danse classique. Donc ce qui est assez strict, c'est une danse qui est assez stricte et très codifiée. Et donc et moi je faisais des gardes en fait de nuit déjà. Et en fait je faisais mes gardes de nuit, j'en faisais 2 fois par semaine, 3 fois.
Et puis j'enchaînais avec mon cours de danse classique en fait. Donc je partais de ma garde et puis j'allais à Paris pour mon cours de danse. Donc quand mes nuits de garde étaient tranquilles et que j'arrivais à dormir, j'étais en forme. Et puis quand j'arrivais pas trop à dormir parce que la nuit a été mouvementée, et j'arrivais un petit peu avec des cernes, toujours très motivée malgré tout. Mais donc là je disais à mes profs cette nuit la nuit a été difficile, donc soyez un petit peu indulgents. Et est-ce qu'il l'était? Oui, non, mais complètement. J'étais que avec des profs bienveillants qui étaient très soutenants et qui mon profil a plu en fait, parce que ils se disent mais elle est véto et puis elle vient faire de la danse quoi. Enfin, alors qu'elle pourrait être déjà gagner sa vie convenablement, parce que je travaillais qu'à temps partiel. Et puis voilà, veto c'est quand même considéré comme un métier de rêve par beaucoup de personnes. Et donc mes profs se disaient c'est incroyable que tu sois là, et puis j'étais tellement motivée que j'étais une bonne élève en fait. Voilà, j'étais une bonne élève, donc forcément c'est plaisant. Et oui j'ai été soutenue tout le temps. Et j'imagine que pendant cette période tu avais aussi des concours, des spectacles peut-être, des représentations. Oui. Alors donc j'avais mes cours tous les jours de la semaine, sauf le mercredi et le week-end. Donc c'était ces jours-là que je travaillais en tant que vétérinaire. Donc je travaillais tous les samedis, je faisais des gardes la nuit. Je travaillais aussi le dimanche en faisant des gardes. Et pendant les vacances scolaires, je faisais des remplats. Et puis en dehors de mes cours, j'avais divers projets que j'ai eu assez rapidement, des projets artistiques, de compagnie, des projets vidéo, des projets de scène. Je faisais plus de concours à cette époque-là. Et donc ça se déroulait le soir. J'avais des répétitions donc le soir, le week-end, le samedi soir souvent c'était les scènes, ou le vendredi soir. Et voilà, j'arrivais à mon planning était hyper tendu, mais d'ailleurs je me dis aujourd'hui mais comment j'ai fait quoi. Enfin, j'enchaînais les trucs, mais c'était incroyable. Mais j'avais tellement j'étais jeune, j'étais motivée, j'étais pleine de vie, et je pense que quand on est motivé, on peut tout faire en fait. Quand on est passionné, quand la passion nous porte, on peut déplacer des montagnes. Voilà. Et sans être fatiguée, parce que tu vois, j'étais pas fatiguée quoi. Je dormais pas beaucoup, mais je sais pas, j'avais une flamme en moi qui me portait pour danser et puis pour être vétérinaire, parce que j'adorais mon métier en fait. J'adorais ce que je faisais, les deux en même temps. Et c'était un parfait équilibre pour moi. Transcender presque à t'écouter. Complètement. Ouais. Et tu parles d'ailleurs dans ta bio d'équilibre parfait entre ta vie de véto et de danseuse. Pourquoi ça? Alors parce que c'est difficile de trouver les mots, parce que je crois que la langue française n'est pas assez riche pour exprimer ce que je ressens quand je danse. Voilà, je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je danse, parce que je transmets au travers de mon corps et pas au travers de la parole et au travers de mots, parce qu'il y en a pas. Voilà, je me sens ultra vivante quand je danse. Je sens mon corps d'une manière très spéciale que je ne ressens nulle part ailleurs. Une joie, une plénitude, une force vraiment incroyable. Et donc ça me nourrit. Ça me nourrit profondément, en fait. Ça nourrit mon âme, ça nourrit mon cœur, ça nourrit mon corps. Et puis, à côté de ça, j'étais vétérinaire, donc qui est un métier, disons, où on fait plus appel à ses pensées, à sa tête, alors que la danse c'est le corps et on réfléchit à rien, et en fait on lâche prise. Voilà, on lâche totalement prise. Alors que du côté de veto, on peut pas lâcher prise. Il y a une certaine retenue, il
et puis il y a de la réflexion, et puis c'est plus intellectuel en fait. Et on accumule aussi beaucoup de stress, hein. Ça on le sait tous que c'est un métier stressant qu'on fait, de stress, de tension. Et en fait, toute cette accumulation là, et ben finalement je la libérais le jour même, le lendemain, par la danse. Donc en fait, voilà, ça crée un équilibre où j'avais besoin de lâcher prise et à la fois j'avais besoin d'intellect, disons. Et les deux me nourrissaient. J'avais la nourriture de mon âme, de mon corps, et la nourriture de mon cerveau en fait. Et ça se complémentait parfaitement. Donc j'arrivais à être vétérinaire, une vétérinaire épanouie parce que j'étais ressourcée en fait en permanence, tout le temps. J'étais ressourcée et je le suis toujours d'ailleurs. Et donc j'arrivais à exercer mon métier toujours avec passion et avec envie. Et voilà. Donc et puis je faisais du temps partiel pour les deux en fait. Hein, donc pour moi c'était inenvisageable d'être que véto en fait, et ça l'est toujours. Je peux pas être que véto, c'est pas possible. Et d'ailleurs peut-être la clé de l'épanouissement en général, hein, pour beaucoup de gens, que ce soit dans le milieu véto ou d'autres, c'est se ressourcer dans d'autres choses que son métier pour pouvoir être bien. Alors pas forcément faire un mi-temps de chaque, mais en tout cas trouver le temps dans d'autres choses pour se ressourcer. Je crois que c'est essentiel en fait. Je crois. Enfin en tout cas pour moi c'est certain. Et j'ai l'impression que c'est très important d'avoir une autre activité en dehors qui permette ça, justement de se ressourcer. Ouais. Alors pendant ces années, donc tu es jeune véto, fraîchement sortie d'Alfort, tu enchaînes les remplacements, des contrats CDD, CDI. Alors est-ce que tu avais le temps d'avoir des appréhensions particulières pendant cette période au niveau vétérinaire, je parle? Oh bah oui. Oui, quand même. Après, je crois que de nature, moi je fonce en fait. Je suis pas paralysée par la peur. Je tente quoi. Voilà. J'ai confiance en moi en fait, et j'ai cette confiance qui me suit depuis pas mal de temps maintenant. Et je me dis que je fais les choses. Je sais que je suis consciencieuse. Quand je fais les choses, je les fais bien. Enfin, tout du moins, je me donne tous les moyens pour les faire bien. J'ai confiance en moi, donc je fais. Et puis, si j'y arrive pas, s'il y a une erreur, si ça marche pas comme je le souhaitais, j'ai assez confiance en moi pour me dire que je vais réussir à rebondir. En fait, et me dire, voilà, là, ça a pas marché, je vais faire autre chose, ou je vais demander de l'aide aussi. Ça, j'hésite pas et j'ai jamais hésité. Donc oui, j'avais des appréhensions, bien sûr. Et surtout que, j'ai fait beaucoup de gardes d'urgence de nuit, et la nuit on est tout seul, hein. Donc moi je me suis retrouvée très rapidement, j'ai commencé les gardes, j'étais en 3e année d'école, hein, quand même, hein. Et tu te retrouves toute seule, et t'as pas le choix quoi, hein. Faut y aller, faut faire. Donc oui, t'as un petit peu d'appréhension, t'as un petit peu peur, tu sais pas qui va arriver, quel client, quel animal, quelle pathologie tu vas avoir, ce que tu vas devoir gérer. Mais je sais pas, j'ai ce truc en moi qui me dit mais fonce quoi, vas-y, te pose pas trop de questions, et puis tu verras bien et tu rebondiras en fait. Voilà. Donc est-ce que c'est mon tempérament, est-ce que c'est la danse aussi qui m'a permis ça, parce que quand tu danses, tu te dévoiles, hein, c'est une mise à nu en fait, hein, de ton corps, de toi, de ce que tu es. Et quand tu danses sur scène devant 500 personnes qui ont les yeux rivés sur toi, t'as pas, tu vois, faut que tu y ailles quoi. Et il faut que tu donnes le meilleur de toi-même, et tu dois être à fond. Tu dois pas être à 80%, 90%. Faut que tu sois même à 1000%. Et donc cet entraînement, je pense que peut-être que ça vient de là aussi, où je suis à fond. Il y a un moment donné, j'ai pas le choix, je suis à fond. Et il y a cette adrénaline là que j'adore en fait. C'est le bon stress. Voilà, le bon stress.
Et je pense que j'ai transposé ça à Veto. Quand j'avais ce stress-là, je me disais, mais c'est le bon stress. Attends, là, tu fais un super métier, tu vas sauver un animal. Vas-y, quoi, vas-y à fond, en fait. Et fais, et c'est sûr que tu feras bien. Presque un saut dans le vide, en sachant que ça va bien se terminer. C'est ça. Alors, tu termines ton école de danse. Tu continues à pratiquer donc les deux, et la danse et la vie de Veto. Et en 2017, tu débutes ta réflexion entrepreneuriale. On y reviendra par la suite, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là? Il y a eu un déclic en particulier? Alors, le déclic, je l'ai eu un peu avant. Il y a une chose, c'est que je suis une nature très créative et que j'adore ça. Et que j'ai besoin de créer, en fait. Et j'ai besoin de faire les choses par moi-même. Et je supporte pas qu'on me dise tout ce que je dois faire et exécuter, être une exécutante. Voilà, c'est pas, je suis pas heureuse comme ça. Donc, j'ai plein d'idées, en fait, sur plein de choses. Et puis, j'ai toujours envie de faire plein de choses. Donc, je me disais déjà, je pense qu'un jour, je vais créer ma structure, une société, je sais pas quoi, mais que je vais créer quelque chose à mon image. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui me porte, presque depuis que je suis Veto, en fait. En 2014, donc j'ai eu une chienne qui est arrivée dans ma vie en première année d'école et qui m'a suivie donc pendant toutes mes années d'école. Et je l'ai euthanasiée chez moi des suites d'une tumeur osseuse. Et là, je me suis dit, on vient de vivre un moment très beau, cette fin de vie chez moi, avec ma chienne exceptionnelle qui a pas stressé une seule seconde. Et puis avec toute ma famille qui étions là, c'était un vrai moment d'amour. Et puis là, je me suis dit, il y a quelque chose là qui s'est passé aujourd'hui et qui va, voilà, qui mérite réflexion. Et c'est resté un peu dans un coin de ma tête où je me suis dit, la fin de vie, je trouve que on la prend pas assez en considération. Voilà. C'était en 2014 et puis en 2017, on était avec mon conjoint sur les routes de la Pampa uruguayenne. Donc on faisait le tour de l'Uruguay en voiture. Et puis là on discute et donc j'ai beaucoup voyagé et les voyages ont toujours été à chaque fois que je revenais d'un voyage, je revenais différente et j'étais une meilleure version de moi-même en fait, très clairement. Et là on s'était dit tiens si on crée quelque chose et je pense que dans le domaine vétérinaire il y a des choses à faire. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui manquerait dans le domaine vétérinaire? Et puis là, d'emblée, je me suis dit, revoir la fin de vie des animaux, et donc les euthanasies notamment. Et en fait, tu vois, il y a eu tout ce cheminement 2014-2017 qui était presque inconscient aussi. Et où là, c'était clair, on était dans la campagne uruguayenne et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut. C'est revoir tout un protocole de la fin de vie. Et donc là, ça a été le début de la réflexion qui a duré donc quelques années puisque j'ai créé Vet Eden en 2021. Ouais, parce qu'entre-temps, il s'est encore passé des choses. Tu as eu ta fille en 2018 et puis vous vous dites tous les deux... on va quitter nos boulots respectifs et partir en voyage à l'aventure jusqu'à ce que Covid arrive, malheureusement. J'ai eu d'ailleurs le sentiment quand je te lisais dans ta bio que c'était une décision presque complètement intuitive, que c'était encore une fois ça qu'il fallait faire à ce moment-là. Est-ce que j'ai vu juste ou qu'il fallait faire quoi, tu veux dire? Partir voyager. Ouais. Oui, mais oui. Je crois que en fait je fais vraiment en sorte de m'écouter, d'être vraiment connectée à moi, à mes besoins profonds et à chaque fois que je prends des décisions
je me dis que j'ai bien fait en fait. J'ai aucun regret sur toutes les décisions que j'ai pu prendre comme ça, même de changement de vie ou. Et donc là, on a eu notre fille. Et puis, donc ça a été un énorme chamboulement pour moi. Et on avait envie de faire autre chose, de voir autre chose, de grandir en fait encore. Voilà, d'évoluer. Et on se disait que dans notre vie actuelle de entre guillemets métro boulot dodo, même si c'était pas du tout ça ma vie au final, mais on avait envie de voir autre chose de découverte du monde pour voir mais comment ça se passe ailleurs en fait, comment les humains sont ailleurs parce que nous on a un certain point de vue, on a des croyances, on a une certaine culture, bien que moi je suis issue d'une culture différente, donc j'avais deux visions différentes, mais voilà, il y a eu un truc comme ça où en fait nous on fonctionne un peu comme ça quoi, avec le cœur en fait. On a envie d'arrêter et puis on part à l'aventure. Donc j'ai quitté mon boulot et Johan, mon conjoint, a quitté aussi son boulot qui était un haut poste à responsabilité. Donc c'était quand même un sacré challenge pour nous parce que on savait que là on disait au revoir à tout un confort de vie en fait, très clairement. Et mais pour nous c'était évident que ça allait nous mener à plus de bonheur en fait. Et vous aviez une trajectoire, une durée en tête à ce moment-là? Non, pas vraiment. On avait des destinations qu'on souhaitait faire. On n'avait pas une idée de durée. On s'est dit qu'on verrait. Justement, on part à l'aventure. Voilà, on voulait faire plusieurs continents si possible. Et puis de se dire qu'au fur et à mesure, on verrait en fonction de nos rencontres et de nos envies en fait ce qu'on allait faire. Voilà. Donc on a voyagé comme ça pendant une petite année, tous les trois avec donc notre fille. Et vous avez fait quel pays alors? Alors on en a fait beaucoup. On a fait l'Angleterre, on a fait les Pays-Bas, on a fait l'Espagne, on a fait l'Italie, donc en Europe. Et puis on a fait le Japon, on a fait la muraille de Chine, donc on s'est fait une randonnée sur la muraille de Chine sur une portion qui est pas du tout touristique, donc j'avais trouvé ça avec une petite agence de voyage où je disais mais moi je veux pas qu'il y ait de touristes, je veux être qu'on soit seul au monde, et ça a été incroyable tu vois, ça a été 3 heures de notre vie qui restent marquées et qui vont rester marquées à vie, parce que c'est une sacrée aventure avec notre petite qui avait 14 mois à l'époque, qui était sur le dos de mon conjoint, et puis on partait tous les trois sur une portion de la muraille avec c'était incroyable. On a fait l'île Maurice, on a fait les dom-toms, quelques dom-toms, le Chili, l'Uruguay, l'Argentine. Un peu de Suisse, un peu de Portugal, voilà. Donc ça c'était à ce moment-là. J'ai fait plein d'autres pays, mais c'était avant et après. Mais là, à ce moment-là, c'était ce qu'on avait fait. Et à savoir que nous, quand on voyageait, c'était vraiment à la recherche de découverte en fait et d'authenticité. Donc on n'allait pas, on ne faisait pas d'hôtel en fait. On allait chez l'habitant. On faisait des échanges de logements. On voyage beaucoup comme ça, en faisant des échanges de logements. Et voilà, pour être au plus près des gens et pour vraiment vivre comme eux vivent et s'imprégner en fait de leur philosophie de vie, de leur manière de vivre, de leur manière de penser, pour justement nous enrichir de tout ça et surtout se rendre compte que en fait on est souvent imprégné de croyances limitantes, de freins qui sont dus à notre culture, à notre pays, à notre famille, et on avait envie de se décharger de tout ça en fait et de s'ouvrir vraiment et de se dire d'avoir vraiment d'autres points de vue. Et là on se rend compte que c'est notre manière de vivre et de penser, c'est une manière parmi des milliers d'autres. Ouais, donc
Donc voilà, donc ça évidemment que ça a été extrêmement enrichissant et avec une enfant en bas âge, parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui se disaient voyager avec une petite, mais en fait c'était génial, génial. Et puis en fait c'est un laisser-passer très facile d'avoir une enfant parce que où qu'on aille, on était super bien accueillis parce qu'on avait un bébé et que les gens étaient bienveillants et dans l'ensemble tout le monde était bienveillant avec nous en fait. Et parce qu'on était ouvert aussi, je pense. Et on avait envie de toutes ces rencontres humaines extrêmement riches. Oui, parce que je pense que la plupart des gens auraient tendance à se dire oh là là, que des difficultés avec un enfant en bas âge. Et c'est chouette d'entendre que finalement il y avait, j'imagine, plutôt que des avantages. Et est-ce que tu dirais, à t'entendre, l'apprentissage principal, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture d'esprit? Oui, c'est ça. C'est l'ouverture d'esprit et sortir d'un conditionnement, de son conditionnement. Voilà, on est tous conditionnés. On a grandi, on a évolué dans une famille qui nous a conditionnés, malgré elle, c'est comme ça, qui nous a inculqué certaines valeurs, mais qui nous en a pas forcément inculqué d'autres qui sont extrêmement belles aussi. Avec des croyances limitantes, avec des pensées, avec une certaine philosophie de vie. Et puis quand t'es enfant, ado, t'es baigné là-dedans en fait. Donc tu penses pas par toi-même encore, tout à fait. Et donc t'es baigné là-dedans, et donc t'arrives à l'âge, même ado, je dirais jeune adulte, où t'arrives déjà avec des préjugés, surtout tout. Et ces préjugés-là, tu te rends compte qu'ils t'appartiennent pas en fait. Ce sont ceux de tous les adultes qui t'ont entouré et qui te les ont transmis. Et puis en commençant à vivre justement, et puis tu vois, moi, en travaillant, en faisant des rencontres différentes, etc., je me dis, c'est là où tu dis ah oui, mais en fait il y a plein de façons de penser, il y a plein de façons de voir les choses, la vie, de faire, etc. Et donc le fait de sortir déjà de sa zone familiale, c'est un premier pas, mais ensuite de sortir vraiment de sa culture, de son pays, c'est encore autre chose. Et parce que ce qui se passe en France, en fait, c'est ailleurs, partout ailleurs dans le monde, il se passe pas la même chose. Et plus tu acquiers des connaissances sur ce qui se passe ailleurs, plus forcément tu remets en question toi, tes pensées, tes croyances et ce qui se passe ici en France, et t'évolues forcément. Tu t'ouvres plus à tout en fait, puisque d'autres vivent différemment que toi et sont très heureux, tout autant aussi heureux, voire même plus. Et en fait, oui, il y a pas qu'une. Je trouve que on devient, enfin en tout cas pour nous, on est devenu beaucoup plus tolérant sur beaucoup de choses. Et c'est hyper inspirant en fait d'entendre. Tu vois, on a beaucoup parlé avec plein de personnes du monde entier. Ça nous a incroyablement inspiré. J'ai vécu des émotions extrêmement fortes, à pleurer avec des personnes tellement ce qu'elle me disait, ce qu'elle me faisait ressentir. C'était beau, en fait. C'était magnifique. Et sans forcément passer par la parole, parce que dans certains pays où, je pense notamment au Japon ou en Chine, quand tu te retrouves dans les routes qui sont pas touristiques, et personne parle anglais. Nous, on parle pas chinois, on parle pas japonais. Et donc, tu parles comment? Tu parles avec le cœur, en fait. Tu parles avec autre chose, avec ton regard, avec ton sourire, avec tes gestes, avec ton corps. Et en fait, tu peux communiquer comme ça. On y arrive. Et la preuve, c'est que notre fille, qui avait entre 13 et 1 an et 2 ans, elle souriait à tout le monde, elle rigolait. Tout le monde allait vers elle. Je lui disais des choses dans leur langue, mais je savais bien sûr qu'elle comprenait pas, mais elle arrivait à sourire, à rentrer en interaction avec tout le monde. Et pourtant, il n'y a pas de communication verbale entre eux, en fait, entre les personnes qui étaient là-bas et puis notre fille qui parlait pas. Et ça matchait super bien. Et ça aussi, par exemple, ça a été un enseignement
où je me suis dit, mais en fait, on n'a pas besoin de parler pour rentrer en communication, et que justement, la communication non verbale, elle est peut-être elle est plus importante pour moi que la communication verbale. Il peut se passer beaucoup plus de choses comme ça. Ouais. Je te rejoins complètement là-dessus. Transition. Le confinement arrive, malheureusement. Ça met un terme à vos voyages, mais ça vous permet, parce que toi et ton conjoint, vous allez prendre votre envol entrepreneurial et fonder Veteden à ce moment-là. C'est juste? Comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Donc le Covid nous stoppe. On a dû annuler donc nos 2 autres voyages qu'on avait prévus. Et puis le confinement est là et on se dit qu'est-ce qu'on va faire pendant le confinement? Est-ce qu'on peut utiliser ce moment de vie de manière intelligente et d'en faire quelque chose en fait? Et donc, comme on avait cette idée-là quelques années auparavant qui a mûri progressivement, on s'est dit c'est le moment en fait, puisqu'on ne sait pas de quoi, on ne sait pas combien de temps va durer cette histoire de Covid, le confinement, etc. Donc, on utilise ce temps-là pour créer. Et donc là, on a commencé vraiment à mettre à plat Veteden. Donc on avait d'ailleurs son nom très rapidement. Déjà en 2017, on savait qu'on allait l'appeler Veteden. Et donc pendant 1 an, de manière très très importante, on a créé Veteden. Alors lui, en fait, donc on l'a créé à 2, mais lui, il n'est pas vétérinaire. Lui, il s'occupe vraiment de toute la partie de gestion de l'entreprise, de création de l'entreprise, de tout l'administratif. Il s'est occupé de tout ça. Donc, il s'est aussi un peu formé dans ce domaine-là pour pouvoir le faire. Donc, c'est toute la partie que j'aime pas, en fait. Voilà. Pratique. J'avais vraiment envie de me consacrer que à la partie vétérinaire. Et donc, c'était parfait. On était complémentaires. Alors, lui, ça fait partie de son boulot. Nous, il avait ces compétences-là. Et donc, il s'est occupé de cette partie-là, et puis moi de tout le reste, donc la partie veto. Donc, pendant 1 an, j'ai fait beaucoup de lectures, je me suis formée, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais apporter, à comment l'apporter, et voilà, à créer le site internet, le logo. Mon process en fait, ma prise en charge, comment j'allais prendre en charge les personnes, les animaux, voilà. Donc c'était un boulot à temps complet pendant 1 an en fait. Et donc à côté de ça, il y avait le Covid, et puis c'était casse-pied, mais en fait pour nous ça a été parfait en fait. Ça a été parfait. Donc on a mis 1 an et puis on s'est lancé. 1 an après, on a créé officiellement l'entreprise, et puis il y avait les réseaux sociaux aussi, créer un petit peu de contenu pour se faire connaître, et voilà. Et comme d'habitude, on se lance, et puis ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, on rebondira, c'est pas grave. Parce que Veteden, l'idéation de départ, c'est cette idée d'accompagnement dans le deuil. Mais aujourd'hui, si tu dois pitcher entre guillemets Veteden, ce que c'est, comment c'est? Alors Veteden, c'est une prise en charge qui est globale, à la fois de l'animal et de l'humain qui est derrière l'animal, des humains. Une prise en charge de la fin de vie, c'est-à-dire à partir du moment où l'animal est très âgé, ou alors à partir du moment où il a été diagnostiqué une maladie incurable, dont on sait qu'il va mourir. Cette prise en charge donc débute à ce moment-là, et elle se termine après le décès. Donc c'est-à-dire que je suis présente jusqu'à la fin de vie, jusqu'au décès, qui peut être soit par euthanasie, donc ce qui est la majorité des cas, soit par mort naturelle entre guillemets, donc sans aide médicale, et de pouvoir toujours être présente après le décès de l'animal sur le début du deuil.
Voilà. Et donc, je prends autant en charge l'animal, bien évidemment, avec mes compétences vétérinaires, mais également l'humain, pour le soutenir, pour l'aider à prendre des décisions, pour l'accompagner dans ces moments-là qui sont très difficiles. Et au même titre, en fait, de ce qui se passe en humaine, les personnes qui sont en soins palliatifs, on prend beaucoup en charge la famille, en fait, dans ces moments-là, puisque bien sûr, le malade est important, mais c'est la famille qui va souffrir, surtout de la mort de l'humain. Voilà, donc c'est un petit résumé. Très bien, c'est très clair. Tu t'es formée d'ailleurs pas mal en humaine aussi, si j'ai bien compris. Oui. Je m'inspire beaucoup de ce qui se passe en humaine déjà, puisque c'est en médecine vétérinaire, déjà en France, c'est pas quelque chose qui est développé. Et puis dans d'autres pays, ça l'est, mais ils sont encore au début. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc oui, je suis accompagnante de deuil humain. Je me suis formée en ça. Et puis sinon, je lis énormément sur les soins palliatifs, sur la mort, sur l'agonie, sur la prise en charge des familles en humaine, en fait. Oui, bien sûr. Donc et j'extrapole ensuite à l'animal, parce que finalement, ce que vivent les personnes, c'est similaire en fait. C'est juste que c'est un animal et pas un humain. Comment on gère d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui ton entreprise elle marche, ça marche bien, ça se développe. Comment tu gères le développement de ton entreprise, à la fois cette partie-là, le besoin évidemment de rentrer de l'argent, et en même temps le besoin, l'envie de se former, continuer à se former. Facile, pas facile? Ben non, c'est pas facile, bien sûr. C'est évidemment pas facile. Alors moi déjà, je m'étais formée à la création d'entreprises, donc j'étais au courant des difficultés que j'allais rencontrer. Johan, donc qui lui aussi est très soutenant et est très fort là-dedans en fait. Donc à deux, on y arrive plutôt bien à surmonter les difficultés. Mais oui, il faut pouvoir à la fois développer, donc ça demande beaucoup de temps parce que faut créer beaucoup de choses, du contenu, on prend du temps à répondre aux questions, aux mails, au téléphone, et puis on se remet beaucoup en question, et puis je suis tout le temps en train de lire, de me former sans cesse, donc ça prend du temps. Au début, évidemment, quand on crée son entreprise, on se rémunère pas, ça c'est certain. Donc après, il y a des aides qui existent en France pour les créateurs d'entreprises dont on a bénéficié, et donc ce qui permet d'avoir quand même une rentrée d'argent pendant un certain temps, jusqu'à ce que on puisse se rémunérer en fait. Mais au début, oui, tu te rémunères pas beaucoup, et c'est sûr que c'est un investissement. On le voit comme ça, c'est un investissement en temps, en argent, donc. Mais on revoit ses priorités en fait. On vit autrement. Déjà à partir du moment où on a voyagé, on a quitté notre situation confortable. Déjà on a commencé à vivre autrement, à revoir toutes nos priorités, et puis à se dire que finalement, pour être heureux, on n'a pas besoin de grand chose. En tout cas, pas de matériel. Voilà, on n'est pas matérialiste et on n'est pas. Je suis pas attachée aux choses en fait, et donc on vit avec moins, mais en fait on vit tout aussi bien, voire mieux. Et puis il y a cette confiance en la vie en fait, en la vie, en moi, en nous, et je sais que ça va faire que évoluer, que on va aller vers du mieux. Chaque fois qu'on avancera, on ira vers du mieux. Après ça, c'est vrai que VetEden, ça marche quoi, ça marche de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que moi je voulais créer quelque chose. Je suis une très mauvaise vendeuse, moi. Je suis pas une vendeuse du tout. Moi, j'aurais été extrêmement mauvaise en tant que commerciale, par exemple. Je sais pas vendre. Et donc je voulais créer quelque chose
qui partent du cœur et que les gens viennent vers moi comme s'ils étaient aspirés un petit peu par ce que je pouvais leur apporter. Et donc ça, c'est un peu, qu'ils soient attirés par moi, par le cœur, en fait. Et c'est vraiment comme ça que j'ai créé Vet Eden. C'est quel est le besoin que je vais combler avec mes services? Comment je vais toucher le cœur des gens, en fait, pour que du coup, j'ai besoin de rien faire presque, en fait, juste à montrer mon existence, à dire coucou, je suis là, voilà ce que je peux apporter. Ça te parle, tu viens, ça te parle pas, tu viens pas. Et ça a été aussi, ça a fait partie de ma formation, hein, le créer avec le cœur, en fait, et non pas créer avec l'argent, si tu veux, en vendant. Et j'ai appris beaucoup avec ça. Et en fait, je me rends compte que ça marche. Voilà, ça marche clairement. Je fais pas grand-chose. Juste, je réponds à un besoin qui est existant. Et quand les gens savent que j'existe, eh bien, ils viennent vers moi. Donc, ça facilite grandement les choses, en fait, parce que j'ai pas l'impression de me tuer à la tâche. J'ai pas l'impression de devoir dire des choses, devoir enjoliver avec des mots des choses. Juste, je suis moi-même, je suis authentique. Je parle avec mon cœur, donc c'est hyper facile pour moi, ça. Et sans trop de réflexion, en fait. Et rien que ça, c'est ok, ça marche, quoi. Donc, je crois que ça a vraiment facilité et que ça facilite encore la gestion de mon entreprise. Ouais. Mmh. J'entends aussi le fait que tu as confiance dans le fait que ce que tu offres a de la valeur pour les gens. Ouais, bien sûr. À partir du moment où j'ai créé Vet Eden, j'avais confiance et je savais que j'allais répondre à un besoin qui était déjà existant. C'est-à-dire que c'est pas moi qui l'ai créé. Il est là et j'y réponds. Et ça, j'ai eu confiance en ça et puis oui, ça doit aider en fait. Ça doit aider à avancer et là où j'ai travaillé aussi, c'était sur les critiques que j'allais recevoir. Et ça, dans toutes les créations d'entreprise, il faut le savoir que tu seras critiqué. De toute façon, quoi que tu fasses dans la vie, tu es critiqué. Et c'est quelque chose de difficile, la critique négative, hein, quand même. Hein, ça peut remettre en question. Enfin, c'est pas agréable à entendre. Et tu vois, j'ai fait aussi un gros travail de me dire, attends, j'ai confiance en moi. Reste connecté avec cette confiance, parce que tu sais qu'au fond de toi, ça va marcher et que tu vas atteindre le cœur des gens. Et toutes les critiques que tu vas recevoir, il faut vraiment qu'elles m'effleurent et qu'elles partent tout de suite, en fait. Et ça, voilà, ça a été un vrai travail et je pense que pour tout le monde, en fait, quoi que tu entreprends dans la vie, c'est super dur, ça. Et ça peut d'ailleurs te matraquer un peu et puis te stopper dans tes lancées parce que il y a des gens qui vont dire qui auront toujours à redire sur tout ce que tu fais. Et même si tu fais la plus belle œuvre caritative au monde, tu seras critiqué, en fait. Ouais. Donc il faut l'accepter. Voilà, ça aussi, ça a été un gros travail, en fait. Ouais. Comment, quand tu dis gros travail, tu t'es instruite, tu t'es fait coacher, tu as des conseils peut-être à donner? Alors, je me suis pas faite coacher directement, mais j'ai suivi des coachs, en fait, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. J'ai regardé beaucoup de vidéos qui m'ont beaucoup aidé. Et puis à côté de ça, encore une fois, il y a Johan qui lui crée des projets. C'était son travail, il était directeur de projet. Donc, je crois que ce qui m'a aidé au fur et à mesure, avec le temps, c'est d'intégrer réellement au fond de moi que vraiment quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Que si tu ne veux pas être critiqué, en fait, ne fais rien, ne dis rien et ne sois personne. Et là, c'est sûr que tu vas être invisible et personne n'aura rien à dire sur toi. Voilà. Par contre, si tu veux avancer, créer des choses, faire bouger des choses, apporter des nouvelles idées,
indéniablement, il y aura des personnes qui auront à redire, déjà d'une part. D'autre part, les critiques sont toujours le reflet des peurs, des craintes, de ce que l'autre a, que la personne qui critique a. Donc, prendre de la distance sur les critiques, c'est se dire oui, en fait, là, il est en train de me dire que ce que je fais, c'est mal, ou que ce que je fais, c'est pas assez, ou que c'est trop, ou que c'est ci, c'est ça. Mais en fait, il parle de lui en disant ça, il parle pas de moi. Moi, je suis sûre de moi, en fait. Moi, je sais que ce que je fais, ça répond aux besoins de plusieurs personnes, pas tout le monde, et c'est pas mon but, mais de beaucoup de personnes. Et lui, ce qu'il est en train de me balancer, en fait, ça le concerne lui, quoi. C'est lui, ses peurs, ses craintes. C'est pas moi, c'est pas moi. Et ça aussi, de se détacher de ça, eh bien, ça fait que voilà, tu les prends pas en considération, en fait, les critiques. Et voilà, et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais encore, hein, parce que attends, je crois que ça va encore durer encore des années, hein. Ah bah de toute façon, le développement personnel, c'est un travail de toute une vie, hein. Voilà, c'est ça. Ok, de très bons conseils en tout cas. Alors, parce que tu es quelqu'un au projet multiple, alors d'une part, je me permets de le dire, tu as un deuxième bébé qui va arriver d'ici moins de 2 mois maintenant, et tu vas aussi accoucher d'un livre sur l'accompagnement de fin de vie. Oui, voilà, je suis en train d'écrire un livre avec une maison d'édition. Donc, il m'a contacté déjà l'année dernière pour écrire quelque chose, pour écrire un livre sur l'accompagnement de fin de vie des animaux. J'ai mis du temps à accepter, mais j'ai fini par accepter. Donc, voilà, ça fait déjà plusieurs mois que je suis dessus, et là, je vais rendre mon manuscrit terminé d'ici 2-3 semaines. Donc voilà, et ça, je suis très contente d'avoir fait ça, et de contribuer à apporter des connaissances, apporter, c'est aussi mon point de vue, hein, dans ce livre-là. Mais je me rends compte que la fin de vie, c'est tabou des animaux, et que beaucoup de personnes ont besoin d'informations qu'elles ne trouvent pas, en fait. Et donc, c'est ma petite contribution à apporter de l'information. Ouais. Je suis très contente. Ça, ce serait plutôt une publication 2024, alors j'imagine? Oui, voilà. C'est prévu, je crois, pour printemps 2024. Oui. Bon, super. Bah, tu n'hésiteras pas à nous tenir au courant pour qu'on puisse mettre une piqûre de rappel quand ça sortira. Est-ce que tu as des choses à rajouter peut-être sur toute cette partie Veth Eden, tout simplement? Ouais, j'aimerais dire que il y a un moment donné où dans mon métier de vétérinaire, je me suis un petit peu perdue, en fait, c'est-à-dire que j'étais plus très alignée à mes valeurs. Et donc notamment depuis que je suis devenue maman, hein, parce que ça change une femme, hein, donc forcément ça change la vétérinaire qu'on est. Et la manière dont on travaille, et dont on considère le travail, puisqu'une priorité absolue s'est intégrée dans ma vie. Et c'est vrai que j'ai assez vite pris la décision, parce que ça s'est fait en quelques mois à peine, hein, de quitter mon travail, parce que je sentais que j'allais plus être heureuse. Que je n'allais plus être heureuse. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas attendu d'être malheureuse. Je sentais que je prenais plus la bonne direction, et qu'il fallait que je change, et que je me retrouve, que je me recentre, en fait, pour comprendre ce dont j'avais réellement besoin, puisque mes besoins avaient changé, et que nos besoins changent forcément au cours d'une vie. Et donc notamment ce break voyage m'a permis de me recentrer et de savoir ce que je voulais faire, et ça a permis, tu vois, de créer Veth Eden. Et aujourd'hui, avec Veth Eden, je me sens pleinement alignée, je me sens vraiment connectée à moi-même. J'ai une société qui est à mon image, je propose des choses qui sont à mon image, j'ai de comptes à rendre à personne, évidemment. Et
et je suis vraiment très sereine et très heureuse, et j'ai pas l'impression de travailler en fait. Quand avant, à un moment donné de ma vie, quand même, tu vas au boulot et puis ouais, t'y vas parce que faut y aller, et puis des fois c'est quand même chiant d'y aller. Là, j'ai même pas l'impression de travailler. Je fais quelque chose. Je travaille avec encore une fois avec mon cœur, et c'est pas un travail en fait. Je suis heureuse de ce que je fais, je suis heureuse de ce que j'apporte, et les retours que j'ai me font encore plus, me convainc encore plus que je suis à ma place, et que j'ai trouvé ma place, et que cette place va peut-être évoluer, hein, peut-être que dans 10 ans j'y serai plus, mais en tout cas là je suis à ma place. Et c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde, c'est de se dire que quand à un moment donné on se sent plus très bien, de pas attendre le dernier moment de se sentir très très mal, et de faire bouger les choses avant, et qu'en fait on a tous une place quelque part qui nous convient, et dans laquelle on peut être pleinement heureux, mais il faut la trouver. Et la trouver, c'est pas forcément confortable, et c'est pas forcément facile, parce que ça peut demander de faire des choix justement de vie, de changer de vie, et qui sont pas forcément compris par l'entourage, mais ça on s'en fiche. Mais on a tous une place quelque part où on se sent bien. Voilà. Et je pense que je suis un peu chanceuse de l'avoir trouvé, ouais. Merci beaucoup pour ce partage. C'est très émouvant. Il y a un autre sujet dont je voudrais parler avec toi, parce que ça a été un peu le fil conducteur depuis ton enfance, cette partie sauver le monde, sauver les enfants, et ça s'est transformé quelque part, si je peux dire, dans la défense des droits de l'enfant. Je te cite d'ailleurs, tu dis dans la bio que tu m'as envoyée, tant qu'il n'y aura pas de paix dans l'enfance, il n'y aura pas de paix dans le monde. Tu as d'ailleurs fait le choix de faire l'instruction de ta fille en famille pendant 2 ans. Donc, tu as des convictions fortes, je pense, à ces sujets. D'où elles te viennent? Est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Oui, je peux. J'aurais tellement à dire, donc je vais me restreindre. Alors oui, par où commencer? Je crois que donc on est tous d'accord qu'on vit dans un monde violent. On vit dans un monde de domination qui est loin, loin, loin d'être idéal, qui évolue sans cesse, mais voilà, qui peut être, on peut avoir beaucoup de mal à vivre dans ce monde en fait. Voilà. Et puis on essaye de faire prendre conscience aux adultes que ce qu'ils font c'est mal, de punir les adultes aussi. Et puis ça marche pas en fait, hein, parce que ça change rien en fait. On est toujours dans un monde aussi violent qu'avant, même si certains vont dire qu'avant c'était mieux. Avant non, c'était pas mieux du tout. Hein. Avant c'était différent, juste c'était pas mieux. Pour moi, je suis convaincue qu'on va pas au fond du problème en fait. Le problème c'est pas d'éduquer les adultes, mais c'est de faire en sorte que la nouvelle génération qui sera les adultes de demain évolue et soit éduquée d'une manière différente pour à la fois se respecter eux-mêmes et pour à la fois respecter les humains, l'environnement, les animaux, etc. Et donc, ça se passe dans l'enfance, en fait. L'éducation traditionnelle, malgré ce qu'on en dise, hein, elle use de violence, en fait. Hein, voilà. Un enfant naît, et puis il naît dans une famille, et puis il naît au milieu d'adultes, et puis après il va dans des institutions, dont l'école, et puis là il apprend plein de choses, et puis on apprend aussi surtout la compétition, la domination, on apprend à taper, on apprend à ne pas s'aimer, on apprend voilà, c'est faux qu'on apprend des belles valeurs tout le temps, et notamment dans les institutions. Et donc pour moi, si on va pas chercher le fond du problème dans l'enfance, on n'arrivera jamais à un monde meilleur. C'est clair. Pour moi, c'est peine perdue.
on peut créer toutes les assos de la terre, faire des actions avec les adultes. On se rend bien compte que la majorité des adultes ne sont pas réceptifs aux messages, notamment liés à l'environnement, liés à plein de choses en fait, et qu'en fait c'est peine perdue quoi. Et puis quand on a voyagé avec notre fille et qu'on a vu la beauté humaine en fait, voilà, parce que l'humain est beau et profondément bon en fait. L'humain naît bon et avec des belles valeurs et voilà, le bébé quand il naît, il est bon, il est en pâte, bref. Et c'est après, au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il apprend à la compétition, qu'il apprend à critiquer, qu'il apprend à juger les gens par ce qu'ils sont, par leur physique, par tout ça. Mais ça, ils l'apprennent en fait. C'est pas quelque chose qui est inné, loin de là. Et donc, quand on est revenu en France après nos voyages, notre fille avait 2 ans et on s'était dit, tiens, dans 1 an, c'est déjà l'école. Et en fait, c'est assez drôle parce que mon conjoint et moi, on s'est dit, sans s'être concertés réellement avant, c'était une évidence pour nous qu'elle irait pas à l'école. Voilà. On s'est dit, mais non, dans 1 an, mais c'est hors de question, elle ira pas à l'école. Et puis, on s'est beaucoup renseigné sur les remises en question autour de l'école et puis les valeurs fondamentales de l'éducation, etc. Et puis on en est arrivé à nous dire que non, on n'avait pas envie de la mettre en école et que nous, ce qu'on souhaitait, c'était le respect de notre fille pour ce qu'elle est. Et donc respecter notre fille, c'est respecter ses besoins et c'est respecter son rythme. Donc par exemple, moi, il est impensable de réveiller un enfant qui dort. Voilà, un enfant qui dort, même un adulte, en fait, on devrait pas se réveiller, on devrait pas être réveillé par un réveil, en fait. Si on dort, c'est qu'on a besoin de dormir, c'est un besoin qui est physiologique. Donc pour moi, on doit pas. Je ne voyais pas réveiller ma fille le matin, surtout que c'est une grosse dormeuse, qu'elle dort beaucoup la nuit. Pour lui imposer un rythme qui n'est pas le sien en fait et qui aurait été le rythme scolaire en fait, de devoir se lever le matin très tôt et puis la récupérer l'après-midi et qu'elle passe toute une journée loin de nous et puis avec des gens avec qui elle a pas forcément envie d'être. Voilà, donc ce respect-là, le respect d'elle-même, de ses besoins, de ses envies, de ses émotions en fait, qu'elle se sente en sécurité. De ses apprentissages aussi, qu'elle ait envie d'apprendre des choses qui la portent elle, en fait, qui portent l'enfant. On voit beaucoup d'enfants, de jeunes ados même, qui ont pas envie d'aller à l'école, qui ont pas envie de faire leurs devoirs, et puis les parents qui se tuent un peu à les obliger à faire. Mais en fait, si l'enfant il a pas envie, si ça l'intéresse pas, si ça n'a aucun sens pour lui les apprentissages scolaires, mais il ne pourra jamais apprendre en fait. Donc on se bat contre un truc et on abîme du coup la relation parent-enfant. Tu vois, ces histoires de devoirs, par exemple, je trouve que c'est une aberration. Surtout que de l'apprentissage par cœur aussi, apprendre des choses que tu oublies le lendemain après ton contrôle. Combien on a tous connu ça en fait. On apprend des trucs parce qu'il faut et puis en fait on oublie tout le lendemain. Donc à quoi ça sert? À part perdre du temps, à quoi ça sert? D'ailleurs, tout ce qu'on a appris à l'école, je crois que selon une étude, c'était 70%, 80% de ce qu'on a appris à l'école, on a oublié. Donc c'est bien que on passe beaucoup de temps à l'école, à peu près 15 ans de notre vie, pour apprendre des choses dont on s'en fiche, quoi, en fait. Je dis des mots, mais et qu'on va pas retenir. Donc voilà, bon, on l'a fait, on l'a tous fait, mais pour autant, nous on n'avait pas envie de ça pour notre fille, et en tout cas pas aussi petite, qui a quand même besoin encore d'être avec ses parents. Et donc voilà, ça a été une grande remise en question. Et puis là, on allait clairement à l'encontre de tout le monde, puisque on connaissait personne qui avait fait l'instruction en famille autour de nous. Et donc là, c'est pareil, vas-y les critiques, évidemment. Mais alors pas de notre famille proche, parce que notre famille a confiance en nous, mais des autres. Et puis là, c'est pareil, c'est les peurs des autres, en fait. Ah bon, mais tu vas pas mettre ton enfant à l'école, mais il va pas être sociabilisé, mais bref. Si, j'ai
pendant les 2 années là où j'ai fait l'instruction en famille avec ma fille et j'ai donc en parallèle créé Vet Eden, hein, j'avais les deux en même temps. Donc c'était un peu sport terme de planning avec mon conjoint parce qu'il fallait que lui faisait du télétravail, donc il fallait qu'en même temps voilà on puisse gérer notre fille et puis que moi je puisse aller faire mes consultations et que lui puisse aller travailler aussi. Mais on a réussi. Mais pendant ces 2 années-là, j'ai vécu, c'était exceptionnel ce que j'ai vécu. J'ai fait plein de rencontres encore une fois. On sortait énormément, on voyait beaucoup de gens, et c'était des apprentissages différents que les apprentissages scolaires en fait. Voilà. Et là, quand tu vois les enfants qui pétillent, qui ont de l'enthousiasme, qui sont heureux de vivre, qui sont libres, ça te conforte dans ton choix en fait, parce que c'était le cas de ma fille, mais c'était le cas de tous les enfants que j'ai côtoyés pendant ces 2 années et où je voyais la différence qui est clairement notable et la liberté, la liberté en fait, la liberté d'être qui ils ont envie d'être, pas envie, mais de qui ils sont, d'être qui ils sont sans être formaté, sans être mis dans un moule, sans devoir suivre un rythme qui n'est pas le leur, devoir s'adapter à quelque chose qui ne les correspond pas. Et donc, c'est quand on crée, quand on permet à l'enfant d'être heureux comme ça et bien dans ses baskets, à son tour aussi, il va ramener de la joie et de l'amour autour de lui, en fait. L'amour, la bienveillance, le respect ne peut qu'amener de l'amour, de la bienveillance et du respect, en fait. Donc, et ça commence dans l'enfance. Donc, voilà, ça a été un choix de notre part et qui a été. Je suis très heureuse de l'avoir fait malgré les difficultés que ça engendre. Et certains pays d'ailleurs sont beaucoup plus engagés que la France dans des changements au niveau éducatif. Je pense notamment aux Pays-Bas. Tu citais les devoirs, la durée du temps passé à l'école, les heures à laquelle ils commencent. Eux sont déjà très engagés là-dedans, donc c'est pas juste une question entre guillemets de un type d'éducation et un autre, ou un type d'école ou un autre. Il y a vraiment des pays maintenant qui s'engagent là-dedans parce que il y a des preuves irréfutables finalement que en fait c'est pas bon pour les enfants, pour leur développement de leur imposer certaines choses. Oui, dans plein de pays du monde, et surtout oui, les pays nordiques sont très avancés sur le sujet et notamment par exemple jusqu'à 7 ans en Finlande, un enfant joue. Il y a pas d'école, il y a pas de classe, ils sont libres en fait, les enfants font que jouer parce que le jeu est extrêmement riche d'apprentissage en fait. On pense que le jeu c'est anodin, mais pas du tout. Par le jeu, l'enfant apprend énormément, beaucoup. Et puis après, notamment, ils ont que des matières scolaires le matin, et puis l'après-midi, c'est des activités plus, de ce qui les passionne en fait. Mais ils passent pas toute une journée à être à être obligés de suivre des apprentissages qui ne les passionnent pas d'une part, qui n'a pas de sens pour eux, et être assis. Et voilà, on n'est pas fait pour rester assis aussi, surtout un jeune enfant, il n'est pas fait pour rester assis. Et puis pour avoir 30 minutes de récréation 2 fois par jour. Non, c'est une aberration. Un enfant même apprend mieux quand il bouge en fait. Sauf que quand il bouge, on lui dit de pas bouger. Donc voilà, il y a beaucoup à faire et d'ailleurs beaucoup d'enseignants sont malheureux en fait dans leur boulot parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de changements à prévoir et que l'éducation nationale c'est quand même un mastodonte, donc on peut pas, même si tu peux avoir la bonne volonté de la terre, au-dessus de toi, si on veut pas que tu fasses quelque chose, tu pourras pas le faire quoi. Mais tu milites personnellement sur ces sujets à ton échelle? Déjà rien que le fait d'avoir fait l'instruction en famille, pour moi c'est un acte militant. Et puis
voilà, d'en parler aussi. Alors c'est difficile d'en parler, mais quand même, tu vois, je pense que je sème des graines en fait, et je milite en fait pour la liberté, voilà, la liberté éducative et la liberté tout court de l'humain en fait, et de l'enfant. Voilà. Après, je soutiens des familles qui, parce que maintenant, si tu veux faire l'instruction en famille, tu lui es soumis à autorisation, donc tu peux pas là comme ça décider de faire l'instruction en famille. Il faut que tu aies tout un dossier pédagogique, alors que nous, quand on l'a fait, il n'y avait pas besoin de tout ça. Et donc il y a énormément de refus. Ce qui est une aberration parce que les classes sont blindées dans les écoles, et puis on veut rajouter en plus. Il y a des parents qui sont prêts à garder leurs enfants et à s'occuper de ça, et donc à vider un petit peu les classes de 1 ou 2 élèves. Et ben non, on leur dit non, vous n'avez pas le droit. Et puis hop, il faut mettre votre enfant à l'école. Donc ah bah zut, ce ne seront pas 30 mais 31 cette année dans la classe. Mais voilà, donc moi je le fais au travers de l'éducation que j'inculque à ma fille. Puis voilà, c'est encore une fois ma part des choses, c'est de me dire que je suis maman et je suis contre le système en fait. On n'est pas dans un système qui est sain, on est dans un système malade en fait pour moi. Alors je vis dedans, je suis pas marginale. Mais je vis dedans, mais un peu différemment en fait, même différemment et avec une façon de penser différente. Mais pour autant, je suis quand même inclus dedans, et de me dire que j'éduque ma fille différemment aussi. Quelque part, oui, c'est un acte militant qui aura pas les conséquences aujourd'hui, mais peut-être plus tard en fait. Là, elle vient d'intégrer une école. Tu aurais voulu continuer l'éducation à la maison, ou c'était une suite logique pour toi de trouver une école qui lui correspondait? Alors, à ce moment-là de notre vie, c'était plutôt une suite logique parce que, d'une part, Vet-Eden, l'activité de Vet-Eden commençait à augmenter. Et donc, j'ai moins en moins de temps à lui consacrer. Mais en parallèle, elle a aussi de moins en moins besoin de nous, en fait, parce que tout simplement, elle grandit. Et que donc ça tombait au bon moment. En plus, on attend notre deuxième enfant, donc tout est arrivé un peu en même temps. Et on lui a proposé si elle souhaitait d'essayer l'école. Et alors, on l'a inscrite dans une école très très alternative. Donc pour nous, par contre, c'était pas possible de l'inscrire dans une école traditionnelle, puisque là, c'était pas dans la continuité de tout ce qu'on avait déjà instauré. Et donc, on a trouvé une petite pépite d'école qui est justement, il n'y a pas de classe, en fait. Et c'est une toute petite école, il y a 29 enfants au total, de 3 à 11 ans, donc toutes les classes, toutes les tranches d'âge sont mélangées. Et il n'y a pas de classe, il n'y a pas d'obligation, donc les enfants font un peu ce qu'ils veulent, en fait. Et il leur est proposé des choses, mais ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Et surtout, donc il y a beaucoup plus d'adultes que dans une classe, en fait. Il y a 5 adultes pour 29 enfants. Et ils suivent les envies et les besoins de chaque enfant. Donc, et c'est comme ça qu'ils apprennent. Et c'est basé sur les apprentissages autonomes. Donc, en fait, un enfant, un bébé, quand il naît, au fur et à mesure de sa toute petite vie, il va apprendre énormément de choses. Et il va les apprendre seul. Il va apprendre à marcher seul, il va apprendre à attraper les objets seul, il va apprendre à parler seul, il peut même apprendre 2, 3, 4 langues s'il entend, s'il est dans un environnement multilingue. Il va apprendre à faire des jeux différents, à couper, bref, en fait, il apprend tout seul, et sans forcément besoin d'un adulte qui soit là pour lui montrer tout. Et donc c'est basé là-dessus, en fait, c'est que tout être humain est fait pour apprendre. En fait, notre cerveau, il est codé pour ça, pour apprendre, et on y arrive très bien tout seul, sans avoir besoin d'un adulte tout sachant, entre guillemets, donc un instit ou un enseignant, mais qu'on apprend au sein de la société, au sein de différents adultes, de différents enfants, et qu'on apprend autant
que l'enfant apprend autant d'autres enfants, plus petits ou plus grands, que d'adultes divers et variés qui viendront avec chacun leurs compétences. Donc voilà, c'est basé là-dessus. Donc pour nous, c'était une parfaite continuité et surtout parce qu'elle avait très envie. Elle avait très envie d'essayer et qu'elle est très heureuse là-dedans. Il aurait été évident que si elle ne s'y plaisait pas, on l'aurait retirée. Moi, si je sais que mon enfant n'est pas bien à l'école, je le retire. Hein. Je me pose pas la question. Je le laisse pas dans un endroit dans lequel il est pas bien, surtout que c'est quand même au moins 4 jours par semaine, toute la journée. Donc c'est beaucoup de temps de sa petite vie en fait. Et ce genre de système aujourd'hui, il existe pour accompagner les enfants jusqu'au bac. Est-ce qu'il y a un décalage? Parce que j'imagine que le genre de remarques qui doivent subvenir, c'est aussi oh là là, mais ce sera pas possible. Il y aura un trop gros décalage au niveau éducatif. Elle pourra jamais intégrer un système entre guillemets général. Enfin, j'imagine bien que ça doit fuser. Moi, j'ai pas d'enfant, mais voilà, j'imagine le genre de choses qui peuvent être dites. Oui, c'est exactement ce qui est dit. Alors en fait, il faut se dire que un enfant, quand un projet a du sens pour lui et il est motivé pour le mener à bien, donc c'est une motivation intrinsèque qui est vraiment interne. Hein. Il fait pas quelque chose pour faire plaisir, il fait pas quelque chose parce qu'on lui a demandé, il fait pas quelque chose pour rendre fiers ses parents. Il fait quelque chose parce que lui, il a envie de ça et que ça fait sens pour lui. Qu'il a l'impression vraiment de contribuer et que ses talents contribuent à la société, contribuent à une communauté. Voilà, on a besoin tous de ça en fait. Hein. Et on a tous des talents, tous. Par contre, on les a pas tous trouvés. Ouais. Voilà, mais tous les enfants ont un ou des talents, mais il faut qu'ils soient dans un environnement qui permette qu'ils en prennent conscience et qu'on puisse les faire fleurir en fait ces talents-là. Donc si c'est un enfant qui a suivi soit un système éducatif comme ça scolaire très alternatif et donc qui est pas le classique, ou alors un enfant qui a suivi l'instruction en famille jusqu'à 14-16 ans et que après il arrive un moment où si tu veux continuer, il faut rentrer dans le système. À partir du moment où il a très envie de faire ces études-là, cette formation, ce métier, mais en fait avec l'enthousiasme et la passion, et il va réussir, il va intégrer le truc. Et en fait, il aura tellement, tu vois, il arrive à un moment où lui, il en a pas marre de l'école puisqu'il l'a pas connu en fait. Donc pour lui, tu lui dis à 14 ans, tu vois, en troisième ou en seconde, là faut intégrer le lycée, faut intégrer le collège, et donc c'est scolaire, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais si ça vient de lui, c'est lui qui a envie en fait, donc il y va et il y va en étant heureux d'y aller puisqu'il a un but précis et qu'il n'aura pas été dégoûté de l'école puisque pendant 14 années de sa vie, il l'aura pas connu ou pas connu de la même manière. Et donc non, l'intégration se passe bien en fait. T'as pas besoin d'être matraqué à un système pour réussir à l'intégrer en fait. Au contraire. Donc là, moi, j'ai plein d'exemples, bien sûr, puisque j'ai côtoyé énormément de familles qui font l'instruction en famille. Et les jeunes, à un moment donné, ils réintègrent le système, mais ils y arrivent parfaitement bien. Et il est à noter d'ailleurs que comme on suit le rythme de l'enfant et que il garde sa joie de vivre, en fait, assez souvent quand même, il a de l'avance en fait. Il y a des jeunes enfants qui passent le brevet, ils ont 12 ans, ils intègrent la seconde et en fait ils sont premiers de leur classe, tu vois, alors qu'ils ont jamais été à l'école avant, qui ont des mentions, qui ont le bac. Donc il y en a qui passent les bacs en candidat libre aussi et qui y arrivent parfaitement. Plein d'exemples, j'en ai des comme ça et qui intègrent les études supérieures et qui arrivent parfaitement bien. Ça, c'est une peur, tu vois, des gens. Moi, je l'ai pas, ça me paraît tellement logique. Est-ce que tu as des conseils à donner pour les familles qui souhaiteraient faire la même chose? Je pense notamment des familles qui ont des vétérinaires dans la famille, maman ou papa ou les deux, et des emplois du temps chargés. Moi, le
Le conseil que je dirais, moi, c'est nous, en tout cas, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé tout notre train de vie. Si on est salariés tous les deux avec des horaires fixes, du lundi au vendredi, on part tôt le matin, on rentre tard le soir, on peut difficilement faire ça. Donc nous, c'est sûr que c'était pas envisageable, donc on a changé notre train de vie. Dans ce cas-là, ça veut dire que soit les deux parents passent à temps partiel ou l'un à temps 80% et l'autre un peu moins. Mais il faut à mon sens, il faut changer quand même son rythme de vie professionnel et travailler moins, travailler différemment. Alors moi, j'ai créé mon entreprise, donc je gère entièrement mon planning. En plus, je travaille à domicile, je fais que du domicile. Et donc, mes consultations, je les mets quand je veux et quand je peux, en fait. Si je sais qu'il y a une matinée, je dois rester avec ma fille, je mettrai pas de consultation et puis j'attendrai que mon conjoint rentre à 17h pour pouvoir faire 2 consultations le soir, par exemple. C'était un peu comme ça qu'on s'organisait. Donc rien n'est impossible. Moi, je côtoie beaucoup de parents et il y a tous les milieux, tous les métiers. De là, je sais qu'on peut penser aussi que c'est que les personnes aisées financièrement qui peuvent se le permettre. C'est faux. Alors là, complètement. Il y a des gens qui sont très minimalistes, qui font l'instruction en famille, donc qui vivent de pas grand-chose. Et là, pareil, ils ont revu leurs priorités, en fait. D'autres qui ont des métiers qui sont, qu'ils arrivent à complémenter entre le conjoint et la conjointe, ou les deux parents. Et vous n'êtes pas obligé d'arrêter de travailler non plus. Voilà, il y a beaucoup de cas de figure possibles pour réussir à faire ça, mais il faut avoir l'envie de le faire, par contre, parce que tu vois, nous, ça nous a parlé, c'était évident pour nous, mais ça l'est pas pour tout le monde, et ça, je le conçois parfaitement. Tout le monde n'a pas envie déjà de passer beaucoup de temps forcément avec ses enfants, de manière régulière tous les jours. Ça demande aussi de l'énergie, voilà, et de la créativité aussi. Mais pour moi, ouais, il faut revoir sa vie, en fait. Mais c'est quelque chose de très positif pour moi de revoir sa vie. Donc, ouais. Bon, merci beaucoup pour tous ces éclairages sur cette partie également. Je te pose la question encore une fois. Du coup, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose à ce sujet, à d'autres d'ailleurs? J'aimerais peut-être rajouter quelque chose parce que c'est ce que je lis pas mal, sur les réseaux, d'un certain mal-être notamment dans la profession, mais pas que dans la nôtre d'ailleurs, mais quand même pas mal. Oser changer, oser changer de vie, oser faire différemment que les autres, que cette norme qui nous imprègne, c'est toutes ces injonctions dont on est assailli, et de se dire que en fait la vie des autres c'est pas la mienne, et que le bonheur nous appartient, en fait, vraiment. C'est une phrase un peu bateau, mais c'est celle que j'ai qui m'a resté marquée donc je me suis formée en communication non violente notamment, et en fait le bonheur il nous appartient et il dépend pas des autres. Et à partir du moment où tu comprends ça, où tu es acteur de ta vie, de tes choix, et que tu les fais en conscience et en écoutant ton cœur et pas que ta raison, parce que la raison elle a pas toujours raison, en fait, d'écouter vers quoi ton corps te porte, c'est là où tu peux trouver le vrai bonheur intérieur, la vraie paix intérieure. Alors ça peut prendre du temps, par contre, mais voilà, que c'est de pas rester dans une situation qui nous convient pas. À partir du moment où on se sent pas bien dans une situation, changer. Faut changer, on change, et puis on voit ce que ça donne, et puis si c'est pas mieux ou pas assez, on rechange, et puis c'est pas grave. Mais tant que
on se confortera dans un certain mal-être. En fait, on se dira oh, bah, c'est pas si mal d'être dans ma situation, dans ma vie. On peut pas espérer aller vers du mieux en fait, et que parfois on a l'impression qu'on est plutôt bien, et puis finalement le bonheur immense on l'a pas encore atteint en fait. Mais pour ça il faut tester, et il faut changer. Il y a une psychiatre, non pas une psychiatre, une infirmière en soins palliatifs australienne qui a écrit un livre qui s'appelle Les 5 regrets de personnes en fin de vie. Je crois que c'est ça le titre. Et en fait, c'est une infirmière qui a suivi pendant plusieurs années des personnes en fin de vie, et qui a essayé qui les a questionnées pour savoir quels étaient leurs plus grands regrets. Donc au seuil de leur mort, et il en ressort 5 plus grands regrets. Et le premier, c'est celui de regretter de ne pas avoir eu le courage de vivre notre vraie vie, et non pas celle que les autres voulaient de nous. Et moi, ça me parle énormément en fait. Et j'ai pas envie d'attendre de mourir pour me rendre compte de ça. Donc voilà, j'espère que cette phrase-là pourra parler à certains, mais moi, elle me porte beaucoup. Et mener sa vie selon ses besoins à soi, selon ses aspirations, selon qui on est réellement. On est là, c'est ça, là est tout le sens de notre vie en fait. On n'est pas sur cette terre pour faire comme les autres, ou pour suivre des normes qui nous correspondent pas, de nous faire rentrer dans un moule carré alors qu'on est rond. Voilà. Et je pense que c'est une des clés réellement du vrai bonheur profond. Et l'autre regret, le deuxième autre regret, c'était d'avoir consacré trop de temps à son travail. Et ça, bah voilà, tu vois, moi c'est 2 choses que je mets en œuvre dans ma vie, et je crois que ça contribue vraiment à mon bonheur et à ma paix intérieure en fait. Ouais. Chouette, merci beaucoup pour ce partage, et on mettra, j'irai chercher le lien, on mettra le lien évidemment pour ce livre dans le synopsis. C'est déjà des très précieux conseils que tu donnes là. Je clôture du coup avec ma question traditionnelle qui est: quel conseil donnerais-tu à la plus jeune version de toi-même? Je sais pas si tu voulais rajouter encore quelque chose d'autre par rapport à ce que tu viens de dire. Je lui dirais de ne pas s'inquiéter, et que quand on a confiance en la vie, elle nous offre beaucoup de cadeaux, et donc de suivre ses envies, ses aspirations, et c'est ce que j'ai fait en fait, et d'avoir confiance en ça, et d'être connecté à soi et connecté aux autres, et aux signaux de la vie en fait. Il y a des signaux qui nous permettent de prendre certains chemins, qui nous aident à prendre certains chemins. Et voilà, moi je suis assez réceptive à tout ça. Et puis peut-être j'aurais à lui dire de moins prendre en compte les jugements des autres. Voilà, j'aurais aimé savoir plus tôt dans ma vie que le jugement des autres c'est pas mon problème en fait. Ça concerne que la personne qui juge. J'aurais aimé le savoir plus tôt pour pas les prendre à cœur en fait. Voilà. Là, je m'en suis détachée, mais pendant 2 longues années, non. Donc, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Tout à fait. Si les gens veulent te contacter, c'est quoi la meilleure méthode? LinkedIn? LinkedIn, je suis pas très active, mais c'est possible. Sinon, par mail. Ok. Par mail. Très bien. Ouais. Très bien. Ils peuvent nous contacter, on rediffusera vers toi. Écoute, Yesenia, c'était un fabuleux échange. Merci beaucoup. Très enrichissant, très divers, plein de belles choses. Donc, voilà, 1000 merci, tout simplement. Merci à toi, Sophie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit,
Partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.